Le général à la retraite Mamadou Koulibaly dit Koulou n'est plus officiel. Parents et amis lui ont rendu un dernier hommage cet après-midi. Ce soldat chevronné vient de perdre son dernier combat contre la maladie. Il est décédé à l'âge de 74 ans. La nouvelle équipe gouvernementale est en place depuis hier. Elle compte 31 membres. 13 nouveaux ministres font leur entrée au gouvernement qui regroupe désormais des représentants de toutes les composantes politiques et sociales du pays. Décryptage de cette équipe et portrait des nouveaux ministres dans ce journal. Plus de 367 millions de francs CFA, c'est le montant de la deuxième phase du projet de lutte contre le VIH-Sida sur les axes routiers Bamako, Badjangara et Ségou-Tombouctou. Lancé ce matin à la gare routière de Seguninko, le projet qui s'étend sur 2 ans est piloté par les ONG Aide et Action et Amaprod Sahel en partenariat avec l'Union européenne. Nous sommes mardi 21 août. Merci de votre présence. Bonsoir à tous. Le général de division à la retraite Mamadou Koulibaly, dit Koulou, n'est plus. Il a été arraché à l'affection des siens hier lundi. Un dernier hommage lui a été rendu cet après-midi sur la place d'armes du génie militaire. C'était en présence du président de la République par intérim, du Premier ministre, des membres du gouvernement, des corps constitués et d'une foule de parents et d'amis. Et nous allons revenir sur la cérémonie des obsèques au cours de ce journal. Le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra a rencontré cet après-midi à la primature l'ensemble des ministres du nouveau gouvernement. Il s'agissait d'une prise de contact avec les nouveaux locataires de la cité administrative. Cheikh Modibo Diarra tenait à entretenir les ministres sur les missions qui les attendent. 2 défis majeurs attendent le gouvernement de consensus, à savoir la libération des régions du nord du Mali et l'organisation des élections générales. Rien n'a filtré de cette première rencontre de prise de contact. C'était cet après-midi à la primature. Le Premier ministre qui rencontre donc les nouveaux membres du gouvernement. Le gouvernement d'union nationale, dans sa composition, a ratissé large pour intégrer toutes les composantes politiques et sociales. 13 nouveaux ministres font leur entrée dans l'équipe dirigeante, 6 en sortent. L'analyse de l'architecture gouvernementale du Premier ministre Cheikh Modibo Diarra, c'est avec Youssouf Touré. Pour aboutir au gouvernement rendu public ce 20 août 2012, il a fallu beaucoup de consultations, de concertations et parfois même de conciliabules entre le président de la République et les différentes composantes de la société malienne. Le processus a tenu l'opinion en haleine pendant 3 semaines. L'architecture gouvernementale proposée par le Premier ministre et acceptée par le président de la République est bâtie autour de 31 personnalités, dont 4 femmes. Les 2 architectes ont choisi de consolider la base tout en élargissant les angles. Ainsi, dans l'effectif du gouvernement sortant, 18 sont maintenus, auxquels s'ajoutent 13 nouveaux. Ces derniers sont issus d'horizons divers. L'essentiel des regroupements politiques nés au lendemain du coup d'État du 22 mars sont concernés. Et pour rendre son caractère d'union nationale plus complet, le Haut Conseil islamique et le collectif des ressortissants du Nord ont fourni des ministres au 2e gouvernement Cheikh Modibo Diarra. Pour répondre à cet objectif du gouvernement d'ouverture ou inclusif, il a fallu procéder à un travail de recomposition des départements ministériels, ce qui a conduit à des éclatements pour des nouvelles créations comme l'agriculture, les mines, la communication ou la culture qui deviennent des ministères à part entière. Un ministère chargé des affaires religieuses et du culte ou un département des transports et des infrastructures routières sont des innovations. Parmi les ministres rentrants, seul celui de l'environnement et de l'assainissement, David Sagara, jouit d'une expérience gouvernementale. Pour autant, certains ne sont pas des inconnus pour le grand public, comme le nouveau chef de la diplomatie, Kenman Koulibaly, président du parti UDD et vice-président du FDR, ou encore le bouillant jeune avocat, ex-député Maître Demba Traoré, ministre délégué à la décentralisation. Parmi ceux qui quittent le navire, on retient entre autres Sadio Lamine Sow, le seul ministre d'État dans le gouvernement sortant en charge des affaires étrangères et de la coopération internationale, mais également ceux qui dirigeaient
des départements parmi les plus lourds, Maître Amadou Touré à l'industrie, au commerce et aux mines, mais également Moussa Léo Sidibé de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. On n'oublie pas non plus le ministre chargé de la communication, Amadou Touré. Il était aussi le porte-parole du gouvernement. Là, on doit souligner que le gouvernement Cheikh Modibo Diarra du 20 août n'a même pas de porte-parole. Comment va-t-il communiquer? La pratique nous le dira. Par contre, le quota de femmes augmente. Elles seront 4 à siéger désormais au gouvernement. L'armée a été gratifiée d'un nouveau portefeuille. Ils sont donc 4 les porteurs de galons autour de la table du Conseil des ministres. Alors, qui sont ces nouveaux hommes et femmes qui font leur entrée dans la nouvelle équipe? Partons à la découverte des parcours professionnels du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Diallo Deidja Mahaman Katra, de celui des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tcheman Hubert Koulibaly, et du ministre délégué chargé de la décentralisation, Maître Demba Traoré. Sila Bachili nous présente ces 3 ministres. C'est un avocat à la Cour qui a désormais la charge de la décentralisation auprès du ministre de l'administration territoriale. Maître Demba Traoré, 40 ans, a en poche une maîtrise en droit et un certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Sorti de l'École nationale d'administration avec ses 17 ans d'expérience, Maître Demba a dirigé plusieurs mouvements de jeunesse et travaillé avec de nombreuses organisations non gouvernementales. Il est d'ailleurs le secrétaire général de l'ONG Non Violent Radical Parti qui regroupe 41 pays dont le Mali. La décentralisation est un terrain qui lui est familier puisqu'il a été conseiller communal et député à l'Assemblée nationale. Le chevalier de l'Ordre national du Mali est marié et père de 4 enfants. Son collègue des affaires étrangères et de la coopération internationale est un gestionnaire et communicateur à la fois. Tcheman Hubert Koulibaly a 45 ans, il est chef d'entreprise et opère dans divers secteurs tels les mines. Président directeur général du groupe de communication Stelis qui regroupe 3 pays africains, directeur général de la holding industrie Koulibaly SA, Tcheman Hubert Koulibaly est également le vice-président du Conseil national du patronat du Mali, chargé des relations internationales. Depuis 2008, il donne des cours de stratégie globale de communication à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne en France comme intervenant extérieur. Le tout nouveau ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale parle couramment français, anglais, portugais et bambara. Le portefeuille de l'emploi et de la formation professionnelle revient à une pharmacienne, Mme Diallo Deidja Mahaman Katra, mariée et mère de 5 enfants et gérante de pharmacie. Elle est spécialisée en radioéléments appliqués à la médecine. Mme Diallo Deidja Katra a été chef de division au laboratoire galénique de la pharmacie populaire du Mali avant d'apporter son expérience au service de médecine nucléaire de l'hôpital du Point G en 1986. Secrétaire générale du Conseil de l'Ordre national des pharmaciens du Mali, puis présidente de ce même ordre, la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle est membre de plusieurs associations, notamment celle des femmes du nord du Mali. Le ministre des Transports et des Infrastructures, le lieutenant-colonel Abdoulaye Koumari, fait son entrée en même temps que David Sagara, à qui on a confié l'environnement et l'assainissement. Ousmane Agrissa a à sa charge le ministère de l'Artisanat et du Tourisme. Mariam Sagara retrace pour vous le parcours de ces nouveaux ministres. Après 30 ans de carrière dans le domaine de l'agriculture et du génie rural, le nouveau ministre de l'Artisanat et du Tourisme est un produit de l'Institut Polytechnique Rural de Katibougou. Après de brillantes études de 1974 à 1981, Ousmane Agrissa est qualifié en agroéconomie, en sociologie rurale, en environnement, en développement local, en écotourisme, en agro-industrie et j'en passe. Ancien chef de cabinet au ministère de l'Agriculture, il a aussi servi comme chargé de mission au ministère de l'Industrie, des Investissements et du Commerce. Consultant en environnement depuis 2004, il a été expert de la Commission pour l'application du Pacte national. Déjà, en 1992, il fut le président de la Commission de suivi du Pacte national. L'ingénieur qui a servi dans presque toutes les régions du Mali est un polyglotte qui parle le tamashek, le sonraï, le bamanan, le français et l'anglais. Très social, Ousmane Agrissa a l'estime de ses voisins du quartier et surtout de ses bonnes qui sont toutes des Dogons. Quant à David Sagara, natif de Dourou, il a 45 ans. Sagara est un ancien ministre. Il était délégué auprès du ministre de l'administration territoriale et des collectivités
locales. Consultant indépendant, David Sagara a derrière lui 17 ans d'expérience en évaluation de projets dans le cadre de l'éducation, la santé et la politique de population, l'environnement, la communication et tant d'autres. Parlant 6 langues, dogon, bamana, français, peul, anglais et allemand, il a une facilité et une approche pertinente dans la prévention et le règlement des conflits, ce qui lui a valu d'être le coordinateur de plusieurs projets et conseiller de développement auprès du représentant régional de la Fondation Strom Norvège pour l'Afrique. Consultant à la FAO, le nouveau ministre de l'Environnement et de l'Assainissement a été assistant au Programme alimentaire mondial PAM. Ces lourdes tâches n'ont pas empêché le ministre d'étaler des champs de maïs, d'arachide et de gombo dans sa concession rurale à Djalakoroba. Un retour aux sources qui implique son épouse à ses côtés. L'homme qui a en charge le ministère des Transports et des Infrastructures routières est un fruit du Prytanée militaire de Kati. Sorti des grandes académies militaires de Munich, le jeune Koumaré y reste pour entrer à l'université de Hambourg pour les sciences d'organisation économique et financière d'Allemagne fédérale. En 2006, il complète sa formation universitaire par le master en économie et gestion d'entreprise. Chargé de cours à l'école de maintien de la paix à Alioune Blondin-Bey depuis 2007, le lieutenant-colonel Abdoulaye Koumaré a d'abord servi au génie militaire avant d'être directeur administratif et financier à l'école de maintien de la paix. Le lieutenant-colonel Koumaré, qui parle le bamana, le français, l'allemand et l'anglais, a conduit des opérations au nord du Mali et à l'extérieur du pays. Lieutenant-colonel depuis 2008, le nouveau ministre des Transports et des Infrastructures routières a 40 ans. Voilà, la présentation des autres nouveaux ministres, c'est dans notre édition de demain. Autre titre de ce journal, l'Union européenne et la société civile se donnent la main pour réduire le taux de propagation du VIH-Sida sur les axes routiers. La deuxième phase du projet de lutte contre cette maladie a été lancée ce matin à la gare routière de Sogoniko. Le projet d'un montant de plus de 367 millions de francs CFA est piloté par les ONG Aide et Action et Amaprod Sahel. Le projet de 2 ans concerne les axes routiers de Bamako, Badiangara, Ségou et Tombouctou. Mohamed Diarra. Les résultats de la première phase du projet de lutte contre le sida sur l'axe Bamako-Labezanga ont impressionné l'Union européenne, raison pour laquelle elle a décidé de financer la seconde phase à hauteur de plus de 324 millions de francs CFA sur les 367 millions mobilisés à cet effet. Le projet concerne les axes routiers Bamako, Badiangara et Ségou-Tombouctou pour une durée de 2 ans. Il a pour but de réduire la propagation des essais et d'atténuer l'impact du VIH-Sida sur les populations vivant le long des principaux axes routiers à travers un accès accru à des services de conseil et de dépistage volontaire, des activités d'IEC, la distribution des préservatifs masculins et féminins. À en croire le conseil technique au ministère des Transports, la première phase du projet a permis de baisser le taux de prévalence du VIH-Sida au plan national, 1,3%. Les groupes cibles du projet sont les femmes, les jeunes et les enfants, des couches jugées vulnérables par les responsables du projet. Les autorités, elles, estiment que le combat est loin d'être gagné. Depuis l'apparition de la pandémie, plusieurs stratégies ont permis une réduction considérable du nombre de nouveaux cas dans le pays. Cependant, elles semblent être faiblement adaptées à nos pays subsahariens qui totalisent plus de 70% de l'ensemble des maladies. Dès lors, au regard de nos réalités économiques et sociales, nous percevons toute l'utilité de ce soutien de l'Union européenne et la nécessité d'approfondir la réflexion sur les stratégies les plus efficaces et les plus adaptées contre le VIH et le sida sur nos routes. L'objectif fixé par l'ONG Aide et Action et ses partenaires pour les 2 ans est clair. 0 nouvelle infection, 0 décès liés au sida et 0 discrimination.
Caille, les habitants de la cité des Rails ont été surpris tôt ce matin par une forte pluie de 120 mm. Les inondations qui s'en sont suivies ont provoqué d'importants dégâts matériels avec des maisons effondrées. Mais aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Le gouverneur de région s'est rendu sur les lieux du sinistre pour constater les dégâts. Dans l'urgence, il a été décidé de faire loger dans les écoles les familles qui ont tout perdu. On fait le point avec Siaka Kounati. 128 mm de pluie sont tombés sur la ville de Caille dans la nuit de lundi à mardi entre 5h et 8h du matin, une quantité que la cité des Rails n'avait pas reçue depuis le jeudi noir de 1998, nous a-t-on dit. Les fortes pluies ont provoqué des inondations dans les 6 quartiers de la ville, mais ce sont les quartiers de Kassou et de Kaindi qui sont les plus touchés. Des habitations envahies par l'eau, des maisons effondrées, des objets personnels ou des vivres endommagés par l'eau. C'est l'amer constat fait par le gouverneur de région qui s'est rendu sur les lieux du sinistre. Heureusement, jusqu'à présent, on n'a pas constaté de pertes en vies humaines. Le constat est très amer. Et vraiment, il y a beaucoup de sinistrés. Et je compte sur l'élan de solidarité des populations de Caille et du Mali pour venir en aide à ces familles sinistrées. Il y a des familles qui ont tout perdu, maisons, denrées, tout. La population tente de sauver ce qui peut l'être, d'évacuer l'eau et tous les moyens sont utilisés pour ce faire. Ceux qui ont les moyens utilisent les motopompes. 2 équipes de la protection civile ont été déployées pour dégager l'eau des familles qui sont sérieusement touchées. Certains services techniques et établissements scolaires n'ont pas été épargnés. Ainsi, à l'Institut de formation professionnelle, le magasin a été envahi et les fournitures scolaires endommagées. Il en est de même pour la salle informatique et la bibliothèque. Le palais de justice et ses alentours sont pleins et certains agents sont obligés de garer leurs voitures à côté du lycée public, une situation consécutive au manque des réseaux de drainage des eaux de ruissellement dignes de ce nom, au non-curage des caniveaux par endroits, à l'incivisme de la population. Bien avant que l'hivernage ne s'installe, je pense que l'équipe de la mairie, en tout cas, a pu curer presque la totalité des caniveaux. Ce qu'il faut déplorer également, il y a l'incivisme de la population. Et au moment que nous, on curait les caniveaux, certains vraiment se livraient à des actes vraiment pas du tout louables. Les fossés ne sont pas des dépotoirs pour les ordures ménagères. Il y a vraiment aussi l'incivisme des populations et sûrement aussi le manque de moyens de la mairie et des collectivités pour pouvoir drainer toutes ces ordures en dehors de la ville de Caille. Il a été demandé au chef de quartier de recenser les victimes. En attendant, les familles qui ont tout perdu seront logées dans les écoles. Et place au gras format de ce journal. La capitale malienne connaît de nos jours un nouveau type de commerçant qui ne se contente plus de vendre à la sauvette entre les véhicules, mais dans l'embouteillage, mais s'installe anarchiquement au bord des routes et des grandes avenues. Résultat, des marchés spontanés sortent de partout en ville. Une pratique illégale qui gagne du terrain à cause de nombreux usagers qui ne résistent pas au charme et au prix réduit de ces marchandises. Circuler et acheter la nouvelle règle de la circulation bamakoise. Un reportage de Aboubakar Maïka. À Bamako aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'aller au marché pour vous procurer de certaines choses, surtout quand vous êtes en véhicule ou en moto. Ce sont les marchandises elles-mêmes qui viennent directement à vous et surtout à des prix encore plus abordables que sur les marchés. Parmi les usagers assidus de la voie allant du monument de l'indépendance aux échangeurs multiples, nombreux ont fait escale chez ces nouveaux types de commerçants qui s'imposent graduellement à travers toutes les avenues de la capitale. Il y a quelques temps, il y a des clients, mais il y a quelques temps, il n'y a pas de clients. En réalité, tant que ça roule, il y a des clients. Il faut se surpasser des fois pour ne pas succomber au charme et au coût réduit de ces objets étalés ça et là. Ici, les habitants des bases A et B s'entendent de bon gré mal gré avec leurs vendeurs à la sauvette. L'on se demande encore si les travailleurs de la cité administrative ont découvert leurs nouveaux voisins. Ces vendeurs d'essence et de lunettes se dérangent même ici, tellement que leur nombre a augmenté ces derniers temps. Parce que ne yɛrɛ yɔrɔ camanba de fréquenter
i bɛ taa sigi yɔrɔ dɔw la bɔn yɔrɔtigi b'i gɛn ka bɔ a ye ne ka yɔrɔ ye bɔn yɔrɔ dɔw la i bɛ t'i sigi yen i bɛ se ka tile journée bɛɛ kɛ i ka feerelen tɛ tɛmɛ tile 2 kan bɔn denbaya bɛ e bolo. Certainement, vous vous demandez où sont passées les autorités chargées du contrôle des voies urbaines. Nous avons posé la même question à ces marchands ambulants. Surprise, il se trouve qu'ils ont été d'ailleurs maintes fois chassés d'ici, malgré, ils y viennent toujours. Le gouvernement là n'est pas visité, la mairie Moko n'est pas visitée. Elle il va venir ramasser les gens tout le temps. Pour le souffle manakana, mairie Moko de Bitogana, Girin, nous sommes munga mine, au bout d'un beau kuna, au bout de Même sans contrôle, ces détaillants n'auraient pu durer ici s'ils n'avaient pas autant de clients. Mais le nombre de motocyclistes et de conducteurs qui passent par là n'est apparemment pas négligeable. Pendant la dizaine de minutes que nous avons passées ici, nous avons dénombré une quinzaine d'usagers qui s'y approvisionnent. J'aime pas aller au marché, il y a trop de monde. Ici, ça me permet de m'arrêter et puis de faire mon choix. Entre ici et le pont, il n'y a plus de station. Donc l'essence que j'ai ne peut pas me faire traverser le pont. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de payer comme ça en vrac. Alors que c'est très mauvais pour les moteurs. Nous sommes conscients de cela. Mais que faire? À cette interrogation, il peut y avoir beaucoup de réponses. Par exemple, contrôler le niveau de son carburant avant de sortir pour se ravitailler à la station la plus proche. Pour les marchandises, il faut juste organiser son temps pour se rendre au marché. Sinon, acheter chez un marchand ambulant, c'est encourager implicitement l'occupation anarchique des routes en nuisant aux commerçants légitimes qui payent les taxes et les impôts. Un dossier signé Aboubakar Maïga. Restons sur la route pour parler des accidents de circulation. Plus d'1 million de motos et de voitures circulent chaque jour à travers le district de Bamako. À cela s'ajoutent les gros porteurs ainsi que les camions remorques, j'en passe. En plus de cette situation difficile, le comportement humain est souvent source d'accidents de toutes sortes, faisant chaque année des centaines de victimes. Mahamadou Doumbia et son équipe ont fait le tour du district de Bamako pour en savoir davantage. Se faufiler entre les automobilistes, s'asseoir sur la Jakarta comme un serpent, s'insulter dans la circulation après accrochage, voilà le lot quotidien des usagers de la route à travers le district de Bamako. Il faut respecter le feu rouge là, parce que le respect là, c'est considérant pour nous-mêmes, surtout les motos Jakarta là. Il y en a qui viennent sans s'arrêter, sans voir le feu rouge même. Il y a d'autres qui ne savent même pas comment ils ont déposé le feu rouge. Alors c'est l'intérêt pour nous tous. Bon, mieux de l'accepter, hein, c'est normal. Alors, il y a souvent des gens qui s'insultent dans la circulation. C'est un manque de respect à l'endroit d'autrui. Bien sûr, c'est un manque de respect. Vraiment, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas suivi une bonne éducation au niveau de ta famille. Sinon, on ne doit pas faire des gingembre à la circulation, c'est tout. C'est tout, hein. Purement, simplement. On ne doit pas s'insulter. Les faits là, c'est comme un policier qui est arrêté. Si tu ne les respectes pas, tu vas tout droit à la mort. Conséquence, les centres hospitaliers, les pompiers et les policiers ont du pain sur la planche et quotidiennement par la faute de quelques imprudents auxquels ils doivent pourtant assistance. Ce que j'ai à dire aux jeunes d'aujourd'hui, c'est de ne pas inciter, respecter le fait, aller doucement. Malgré ces conduites jugées préjudiciables à la circulation volontairement appliquées par des jeunes et même souvent par des adultes, il y a lieu de réfléchir et de se remettre individuellement en cause, changer d'attitude, respecter les feux, mieux se respecter aussi dans la circulation. L'État a beaucoup investi dans la circulation. Je crois que compte tenu de tous ces facteurs-là, on doit respecter, on doit être discipliné. J'interpelle tous mes frères et sœurs de se respecter la circulation. Autre inconduite pouvant créer le désordre ou même des accidents dans la circulation, le port des oreillettes ou des casques pour écouter de la musique comme dans une boîte de nuit virtuelle. L'objectif final d'un tel comportement, c'est l'hôpital pour les plus chanceux. C'est dit à la pauvreté. Hein? Tout le monde courit derrière l'argent, tout le monde est pressé pour subvenir aux besoins de la famille. Donc on ne respecte même plus les faits. Les usagers ne se respectent plus. C'est ça quoi, c'est dû à la pauvreté. Pour trouver des solutions définitives à ce problème récurrent de la circulation routière, n'est-il pas aujourd'hui nécessaire d'inclure des cours sur la circulation routière dans les écoles ou même dans les universités ou des séances de recyclage ou de perfectionnement pour adultes pour une meilleure conduite automoto? J'appelle tous les Maliens et tous les Maliennes de comprendre, de respecter les faits, de respecter les policiers et de respecter leur propre vie aussi. Ok? Rouler vite
toujours vite n'est pas une bonne solution pour celui qui veut arriver à bon port. Prudence est meilleure. Il y va de notre santé, de notre avenir. Un tour à présent à la brigade territoriale de Bamako-Kouroua. Les agents de la brigade viennent de mettre hors d'état de nuire 4 malfrats. Leur arrestation fait suite au braquage d'un commerçant du marché d'Ibida disposant d'une somme de 40 millions de francs CFA qu'il partait d'ailleurs déposer à la banque. Ces individus font partie d'une bande de 7 bandits de grand chemin. Les autres membres du groupe sont en fuite. Tiemro Konaté, reportage. Le forfait a été perpétré le 8 août aux alentours de 9h du matin dans un endroit non loin du marché d'Ibida. C'est un commerçant de ce marché du nom de Mamadou Dramé qui a été braqué par 4 individus se faisant passer pour des militaires. Sur le champ, la victime a été dépossédée d'une somme de 40 millions de francs CFA qu'il partait déposer à la banque. L'opération s'est déroulée à travers la complicité de 3 de ses proches collaborateurs. Aussitôt alertés, les forces de sécurité de la capitale ont enclenché un processus d'investigation, ce qui a conduit à l'arrestation de 4 d'entre eux, dont 2 complices. Il s'agit respectivement de Mohamed Cheikh Nandao, Alain Sow, Mohamed Traoré et Mori Mareko. Avant l'arrivée de notre équipe de reportage, les complices avaient été déjà traduits devant le procureur du tribunal de la commune 4. Mohamed Cheikh Nandao. Ce dernier avait prêté auparavant la voiture d'un de ses amis dans le but de transporter son père malade à l'hôpital du Poingé. Mais il a utilisé l'engin à d'autres fins. Ce n'était pas vrai, parce que au cours des auditions, nous avons su que le propriétaire de l'engin n'était pas au courant que ce véhicule devait être utilisé pour la commission d'une infraction. Si des individus arborent la tenue pour aller commettre des infractions, il est de notre devoir, en tout cas, de les arrêter. Et c'est en cet endroit qu'il est important pour la population de nous donner des informations pour contrecarrer de telles actions. Ce ne sont pas des militaires. Un militaire ne peut pas opérer, comme on appelle, sans pour autant que la hiérarchie ne soit informée. Le commandant de la brigade territoriale de Bamako-Kouroua affirme que 2 numéros verts sont à la disposition de la population. Il s'agit de 80 0011 14 pour la gendarmerie et de 80 0011 15 pour la police. Ce qui devra permettre de mettre le grappin sur les 3 autres, Daouda, Ivoirien et Chekna Maladjagité en fuite, et de traquer les malfrats de tout Akabi. Et je vous le disais en début de ce journal, le général de division à la retraite, Mamadou Coulibaly dit Koulou, n'est plus. Il a été arraché à l'affection des siens hier lundi. Un dernier hommage lui a été rendu cet après-midi sur la place d'armes du génie militaire. C'était en présence du président de la République par intérim, du Premier ministre, des membres du gouvernement, des corps constitués et d'une foule de parents et d'amis. Daouda Sidiki Diarra nous en parle. Un autre grand homme de la nation s'en est allé. Il s'agit du général à la retraite Mamadou Coulibaly. Cet officier général qui a porté haut les couleurs nationales à l'intérieur comme à l'extérieur de notre pays a été arraché à l'affection du peuple malien ce lundi 20 août 2012. Dans une atmosphère de tristesse, un dernier hommage lui a été rendu par les plus hautes autorités du pays qui se sont recueillies sur sa dépouille. Ces autorités ont signé le livre de condoléances dans lequel elles ont prié pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. La marche funèbre a été exécutée par les élèves officiers de l'EMIA. Engagé comme volontaire dans l'armée coloniale en 1956, il fut affecté à la compagnie saharienne motorisée de Tombouctou en 1957. Il fut rappelé au Bercail en 1961 et fut affecté à la compagnie des parachutistes avant de rejoindre l'escadron de reconnaissance de Bamako en octobre 1961. À la création de l'armée de l'air en 1976, il en fut le chef d'état-major. En dehors des postes militaires, l'homme par ses qualités fut choisi pour piloter la commission de distribution des logements sociaux. Bakoulou, comme l'appelaient ses intimes amis, était infidèle parmi les fidèles. Son exemple fut une référence partout dans le pays et même en dehors du Mali. C'est un grand-père en jargon militaire, sinon c'est un aîné
qui peut être même un père pour moi. Quand je sortais de l'EMIA, il était ministre de la Défense. Donc il a présidé la cérémonie de notre sortie en tant que ministre de la Défense. Donc nous perdons un grand homme, un aîné, un valeureux fils de Mali. Il fréquenta l'école de l'air des États-Unis et fut blessé au cours d'un service commandé au Mali. C'est précisément pour la passion du métier qui est quotidiennement ballotté entre les cumulonimbus au ciel et dans les cyclones de sable au sol, que Bakoulou, le général des généraux, au service des populations au nord et au sud, s'est fracassé, bras et jambes. C'est un souvenir difficile à évoquer, mais ça m'a sérieusement marqué. C'était dans les années 1976, au cours de l'accident d'avion dont il était le commandant de bord et qui lui a coûté une jambe, une main et des brûlures sur tout le corps. J'ai eu l'honneur de faire partie de la commission d'enquête pour savoir réellement ce qui s'était passé ce jour-là. Quand on est arrivé sur les lieux, en me promenant autour de l'épave, la chose qui m'a marqué d'abord, c'est quand j'ai soulevé un casque lourd et que j'ai trouvé sa main sous ce casque-là. On m'avait dit qu'il était blessé, mais c'est en ce moment que j'ai compris que l'homme-là, il lui manquait certaines parties de son corps. Le journal a perdu le combat contre la mort ce lundi en laissant derrière lui 2 veuves, 15 orphelins et plusieurs petits-enfants. Que son âme repose en paix. Amen. Grand merci à nos téléspectateurs de Libreville. C'est au Gabon. Je vous dis à demain pour la grande édition. Nous sommes de cœur rédaction avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. On ne vous oublie pas. Bonsoir et à demain.